Qu'est-ce que les Congolais retiennent du passage du secrétaire général, enfin, du secrétaire d'État américain en RDC? Anthony Blinken est passé par la RDC, ensuite au Rwanda. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que beaucoup de Congolais avaient beaucoup d'espoir sur son passage en RDC, surtout face à la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, à travers surtout les enquêtes, le rapport des enquêtes menées par l'ONU. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de son passage? Est-ce que c'est une victoire ou c'est un échec? On parle aussi de billets des banques qui portent la nouvelle signature. Kabedi, la nouvelle gouverneure, signe le billet des 10 000 et le billet des 20 000 francs. Et puis, on va parler du gouvernement Sama Lukonde à travers leurs réalisations. C'est une victoire, c'est un bilan positif, négatif ou mitigeux. Et est-ce qu'il faut un remaniement ou il faut un réaménagement? Ça veut dire garder ce même pouvoir comme à sa tête Sama Lukonde et puis toucher quelques ministres qui n'ont pas pu donner du résultat positif à la population congolaise. Juste après ceci, nous revenons à vous pour en parler. Alors bonsoir chez vous, vous nous suivez de partout à travers le monde. Nous sommes 10e rue Télévision. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Moïse Monidela. Il est président d'un parti politique, CONADE, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher ami. Comment allez-vous? À une question basique, une réponse basique. Est-ce que le Congo se porte bien? Je ne me demande pas de répondre, c'est une question, je suis en train de réfléchir à haute voix. Avant de parler de moi, je vous ai toujours dit qu'un homme politique, il fait la politique pour l'intérêt général, pour les autres, pour servir et non se servir. Je ne viens pas ici parler de Moïse Monidela. Donc ma souffrance ou mon bonheur porte peu, mais c'est le bonheur et la souffrance du Congo, les Congolais qui s'impose à moi, qui est primordial par rapport à ma situation personnelle. Les Congos se portent mal parce qu'au moment où nous parlons, il y a une partie de notre territoire qui est entre les mains des étrangers. Vous savez bien, hier, lorsqu'on disait il y a le Rwanda qui est derrière, l'Ouganda, on disait non. Il y a des gens qui disaient non. Aujourd'hui, les rapports de l'Organisation des Nations Unies faisant foi. On va en parler. Qu'aujourd'hui, notre pays est pris par une rébellion. On va en parler justement. Une rébellion de façade, de parade, mais derrière cette rébellion, il y a un pays étranger. Alors que Lumumba et tous ceux qui sont bâtis pour l'indépendance de notre pays, ils ont juré pour que nous puissions sauvegarder. Ils nous ont légué un pays avec ces territoires, 2 345 km². Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Un Congolais d'une de son nom, il ne peut pas se réjouir. Il ne peut pas dire que je me porte bien. Je vous ai toujours dit, c'est comme la situation de Seg. À chaque fois que vous me poserez cette question, je vous répondrai de la même façon. Peut-être que vous n'allez pas bien. Donc vous irez bien uniquement le jour où Bunagana sera entre les mains des Congolais. Entre autres, Bunagana, mais que les Congolais puissent manger, puissent se vêtir, puissent se soigner, puissent envoyer les enfants. Donc le minimum possible, comme dans d'autres peuples, donc dans d'autres pays, comme les autres peuples bénéficient. Et surtout que nous avons tout. Donc un Congolais s'y demande à manger 2 fois par jour. Est-ce que c'est trop demandé? Un Congolais demande à ses gens, parce que nous avons de l'argent, nous avons des richesses, nous avons tout ce que les autres... Vous savez, c'est que les autres en ont, nous en avons. Mais c'est que nous avons, les autres n'en ont pas. Les richesses que nous avons. Donc, c'est un scandale, le journalisme. Bon, un enfant d'un pauvre, lorsqu'il a faim, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un enfant un enfant d'un pauvre, lorsqu'il a faim, c'est normal. C'est logique. C'est logique. Mais un enfant d'un riche, lorsqu'il meurt de faim, les gens me disent, mais c'est pas normal. C'est ça la situation de notre pays. Il y a une nouvelle qui m'est arrivée de chez vous. Vous êtes Congolais, bien évidemment, mais au-delà de tout, vous êtes de Maniema. Quelqu'un m'a appelé qui
qui est un acteur politique d'Ensemble pour le changement. Il est proche de Moïse Katumbi. Kalonda. Salomon Kalonda Salomon Dela. Kalonda. Dela. Salomon Siskadela. Escadela. Oui. Et Salomon Escadela, c'est Salomon, c'est Escadela, c'est Salomon Kalonda Dela. Oui. En abrégé, Escadela. Oui, Voilà. il était à Kindu et il est passé au Grand Marché et directement par surprise, il a demandé à ce que les vendeurs et les vendeuses ne payent pas de taxes durant 2 mois. Il a pris en charge 2 mois. Oui. Qu'est-ce que cette nouvelle vous dit? Vous êtes de Kindu, vous êtes de Maniema. Oui, ça me réjouit parce que c'est quelqu'un que je connais bien. Ok. Pour la petite histoire, c'est mon jeune frère. Oh, c'est votre jeune frère. Ouais, c'est mon jeune frère. Ah, donc vous étiez informé de Oui, cet acte. je suis informé parce que c'est ça la politique, essayer de soulager. Un politicien, il a un vrai politicien, c'est pour soulager. Si lui-même ne peut pas le faire, mais il peut déclencher les mécanismes pour que l'État puisse prendre en charge. Comme l'État est absent, l'État parfois est inexistant. Et donc je crois que quand on a quelque chose, la moindre des choses, c'est de partager avec les gens. D'accord. C'est la solidarité. Alors on va prendre la première thématique justement, c'est le passage de Anthony Blinken en RDC. Première question, vous avez quand même vu Anthony Blinken en RDC accueilli par Luthunu Lapala, Christophe, qui est le ministre des Affaires étrangères. Ensuite, il a échangé avec le chef de l'État. Vous avez également suivi certainement son interview à Top Congo. Je cite le média parce que c'est un média congolais. Qu'est-ce que le passage d'Anthony Blinken vous dit en RDC en tant que secrétaire d'État américain? Je me suis souvenu d'un professeur de relations internationales, Moreno, il s'appelait Moreno. Pas Moreno au Campo, non, Moreno. C'est un professeur de l'université Paris 8. Il nous donnait des cours de relations internationales. Il disait, en relations internationales, c'est les rapports de force, c'est les intérêts qui comptent. Et ça, c'est classique et c'est scientifique, cette vérité-là. Et le passage de Blinken vient de prouver que c'est les rapports de force, c'est les intérêts. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Si c'était pour l'amitié, ils pouvaient dire qu'ils pouvaient condamner, ils n'ont pas condamné. Ils ont des intérêts stratégiques, je ne sais pas. Ils ont en tout cas des intérêts pour soutenir le Rwanda. Vous savez, et ils ont, pour la poire en deux, le Blinken, pour les citer, a coupé la poire en deux. Il nous a envoyé dos à dos avec les Rwandais. Alors que il y a un rapport qui fait foi, qui montre que c'est les Rwandais qui nous agressent par le truchement d'M23. Mais il n'a pas condamné. Le rapport. Oui, il a reconnu le rapport, mais au même moment, il dit que non, le Rwanda soutient le M23 et nous, la RDC soutient le FDLR. Voilà, il a coupé la poire en deux. Oui, mais il pouvait et il pas... nous a envoyé, il nous a envoyé dire autrement. Oui, mais c'est un prétexte, cher ami. Les FDLR, c'est un prétexte que le Rwanda vend ça. Ça fait combien de temps? Plus de 25 ans. Si Boade ne me trahit pas, plus de 20 ans, le Rwanda vend ça à la communauté internationale. Et il y a des gens qui savent très bien que c'est faux et archi-faux. Le Rwanda était ici. Mais il y a un mouvement comme RCD. RCD Goma. Il y avait quand même des soutiens. Là, c'était, je vais dire, le soutien au grand jour du Rwanda. Avec Rouberois. Oui, mais pourquoi ils n'ont pas pu résoudre ces problèmes-là d'FDLR? Il y a eu même des Rwandais, vous vous souviendrez que le président Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a émaillé à partir avec le PPRD. Et son parti, son ancien parti, parce qu'il disait non, on ne peut pas, les Rwandais ne peuvent pas entrer sans que le Parlement puisse être informé. Et ils sont entrés ici. Il a eu un problème, c'est ce qui a occasionné sa démission. Ben alors, c'est pourquoi? Parce que les Rwandais sont arrivés, l'armée rwandaise a débarqué ici avec armes et bagages, avec munitions, avec un arsenal militaire, pour, justement, pour défenestrer l'FDLR. Oui, mais à travers le concours des Congolais. Oui, mais ils étaient là, les Rwandais étaient ici, dans notre pays, pour éradiquer les FDLR. On les a ouvert le porte, on les a ouvert les fenêtres, on les a ouvert les frontières de notre pays. L'Ouganda, pareil. Vous vous attendiez à quoi à l'arrivée d'Anthony? Non, moi, vous vous attendiez à un apport
ou à un soutien sur, par exemple, les FRDC, à des sanctions sur le Rwanda. C'est les rapports des forces. Je ne pouvais pas m'attendre à autre chose parce que je viens de vous dire que ce que je viens d'évoquer ici, c'est scientifique et c'est stratégique, c'est politique. C'est-à-dire, on ne soutient quelqu'un que par intérêt. Aujourd'hui, tout le monde sait que les États-Unis soutiennent le Rwanda par intérêt stratégique, géostratégique. Et tout le monde le sait. Les minéraux du Congo sont exploités par le Rwanda. Et ces minéraux-là sont des minéraux stratégiques. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas acheter officiellement chez nous. Et la plupart s'emprisonnent au Rwanda. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les rapports l'ont dit, beaucoup de rapports. Le Rwanda est devenu l'un des pays producteurs de coltan, de l'or, de coltan et consorts. Et ce sont des minéraux stratégiques. Et voilà, le Rwanda intéresse les États-Unis. Il n'intéresse pas les États-Unis, ils s'intéressent du Congo, mais pas de la même façon que les États-Unis ils s'intéressent au Rwanda. On doit tirer les leçons qui se posent. Nous devons travailler pour lier de pleurnicher. Nous devons faire de sorte que c'est les rapports des forces qui comptent en relations internationales. Les rapports de force. Si on avait mis Rwanda KO, les États-Unis devaient être derrière nous. Mais ils voient que sur le plan, et la MONUSCO nous a alerté que le Rwanda a un arsenal militaire que nous ne pouvons pas faire face. Et les Rwandais ne fabriquent pas les armes. Tous les pays fabriquant des armes donnent des armes au Rwanda, alors que nous, on nous prive. Donc on doit comprendre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de planifier, nous devons travailler. Nous devons travailler de sorte que nous puissions être respectés. Je l'ai dit ici plusieurs fois, c'est que on doit se faire respecter. Et le Rwanda, les jours qu'on se fera respecter, et le Rwanda ne fera pas ce qu'il est en train de faire. Je vous sens déçu, quelque part, du passage d'Anthony. Non, je suis un homme averti. Un homme averti ne peut pas être déçu. Je suis en train de dire aux gens, vous voyez la naïveté des Congolais, nous sommes très naïfs. On croit, je ne sais pas comment on peut être naïf à ce point-là. On ne pouvait pas croire. On ne pouvait pas croire. Si on connaissait le béaba de ce que je viens de vous dire, ce n'est pas que moi je suis plus intelligent que tous les Congolais ou les autres Congolais. Les gens le savent. La plupart des gens. D'ailleurs, je salue la sagacité du ministre des Affaires étrangères. On sent qu'il y a quand même un petit changement de ton. Oui, il y a un petit changement de ton au ministère des Affaires étrangères. Bon, de diplomatie, c'est des bris. Et alors qu'il y a un moment, on ne pouvait même pas parler de ça. Il n'y avait même pas de rapport bien ficelé, diligenté. Il n'y en avait pas. Mais ça ne signifie pas. Mais les jours qu'on sera fort, politiquement, diplomatiquement, économiquement, on va peser. C'est ce qui s'est fait avec Poutine, pour ne pas les citer, pour ne pas citer les cas de Poutine, pour ne pas citer les cas des autres pays, l'Afrique du Sud, le Nigeria. Ce sont des pays qui pèsent. Et les Rwandais aujourd'hui pèsent, alors que c'est un petit pays, mais un petit pays politiquement, diplomatiquement, stratégiquement, et il met tout ce qu'il faut pour peser. L'Israël, je peux donner un exemple, et encore, je me souviens de ces professeurs qui nous parlaient de l'Israël, pour dire que l'Israël, c'est un État qui se fait respecter, et on les respecte. Donc, au lieu de pleurnicher, organisons notre armée, on a organisé notre police, organisons nos services de renseignement, organisons notre économie, organisons la politique de notre pays. J'avais dit qu'aujourd'hui, on devait avoir une véritable union sacrée. Pas l'union des façades et de parades. Et l'union sacrée de tous les Congolais face à l'agression d'un pays étranger. Mais on ne sent pas ça. Mais on sent pas ça. Parce qu'il y a des Congolais qui préfèrent tourner le dos au chef de l'État. Non, le président s'est soudé. Non, le président, c'est le chef de l'État. Il devait... C'est pas... Donc, l'union sacrée, pas pour se partager les postes. Dans tout le pays du monde, quand il y a un problème comme ça, on appelle les gens. Le président appelle les gens, ils rassemblent. L'union fait la force. Un pays, la Bible tient. La Bible dit très bien, un pays divisé, un royaume divisé ne peut pas gagner une guerre. Mais donc, on devait sentir l'union sacrée autour du chef d'État. Il ne fait pas cette démarche-là. Il ne fait pas ça. Certains Congolais avaient de l'espoir sur l'arrivée d'Anthony, parce qu'en 2012, vous vous rappelez que c'est à travers
l'arrivée du secrétaire d'État américain, que le M23 a été maîtrisé à l'époque de Obama. C'est Obama qui a donné le mot d'ordre pour que le M23 soit neutralisé. Il a, vous vous rappelez, appelé Paul Kagame pour que ça cesse. Et ça a cessé. Et donc, on s'attendait cette fois-ci à la même réaction, mais finalement, c'est lui qui est venu cette fois-ci à peut-être déçu quelques Congolais, si je vous comprends bien. La réalité diplomatique a la peau très dure. Ce que je viens de dire, je risque de me répéter. Donc, nous devons peser, nous devons exister comme un État. Kagame dit quoi? Il dit, comme un État, on ne peut pas se permettre que les gens puissent venir perturber notre souveraineté, notre quiétude. Et au nom de ça, il est dans l'offensive. Il est dans l'offensive. Ils ont même dit et ils ne vont pas. La guerre ne se fera pas au Rwanda. C'est un petit pays, ils le feront ailleurs. Oui, voilà. Mais après, les gens viendront arbitrer. Mais parce qu'ils sont déjà là. Voilà qu'on a arbitré. Ils sont en position de force. Kagame, lorsqu'il parle avec le secrétaire d'État américain par rapport à nous, il est en position de force dans ces conflits. Selon lui, la sanction contre le Rwanda n'est pas opportune. Oui, et la preuve, on n'a pas sanctionné le Rwanda. Alors que le Rwanda méritait une sanction parce que le Rwanda est agresseur. C'est un pays agresseur. Partout où il y a un pays agresseur, il y a des condamnations. Mais à quoi ça sert? C'est pour ça que je dis bien, ça devait servir, je dis, autant, je dis qu'il y a, je salue la sagacité de notre diplomatie aujourd'hui. On sent qu'il sort de balbutiement. On sent qu'il y a une lueur qui est en train de se dessiner. Mais autant, je dis que ce n'est pas suffisant, je l'ai dit. On devait voir maintenant la solidarité des pays où le président visite. Le président a visité beaucoup de pays. C'est le moment où ces pays-là devaient nous soutenir. Eh bien, on ne soutient qu'un pays qui compte, un pays qui pèse. Nous, naturellement, nous pèsons. Mais politiquement, aujourd'hui, quand l'on fait les réelles politiques ou les réelles diplomatie, à travers le Congo, ce n'est pas un grand pays sur le plan diplomatique, ça il faut le dire. Et ça, c'est ce qui explique que notre voix ne pèse pas. Parce que le problème, comment expliquer? C'est simple. Parce que si on ne nous appuie pas, si on nous soutient, les pays ne nous soutiennent pas, parce que nous ne pèsons pas. Notre voix est inaudible, ou à peine elle est écoutée, cette voix-là. Donc, mais nous ne devons pas pleurnicher, nous devons travailler, nous devons peser, nous devons équiper notre armée, et les jours que nous allons riposter aux attaques des Rwandais d'une manière offensive. Oui, et je crois que le Rwanda va réfléchir, et le Rwanda va crier, oh, les Congos nous agressent, les Congos, et là, on viendra nous départager. Mais chaque fois, on pleurniche, et les gens s'en manquent, parce que nous sommes dans les droits. Aujourd'hui, Bunagana est pris, nous sommes dans les droits, mais qu'est-ce qu'on fait? On continue à pleurnicher, mais si on met le moyen, on organise notre armée, je crois que, et dès qu'on va récupérer Bunagana, la communauté internationale ne viendra pas dire que non, pourquoi vous récupérez Bunagana? Nous devons récupérer Bunagana. Et là, personne ne nous... Et si c'est là, ce sera le prix, ce sera le mort de l'autre côté, du côté du Rwanda, personne ne dira les comptes, parce que nous ne faisons que compter les morts. Nous faisons que compter les morts. C'est quel jour le Rwanda va compter les morts? Il n'y a pas. Le mort, c'est toujours de notre côté. Il y a même un militaire congolais qui a osé, qui a vu les Rwandais. Oui. On l'a tué à bout portant. Oui. Et après, on banalise. C'est passé en silence? C'est passé en silence. On banalise. Et non seulement ça. Il a quand même envahi un état de trouille. Non seulement ça. Quand il y a des morts dans notre pays, on banalise. Il n'y a même pas un deuil national. Il n'y en a pas. On banalise, vous avez dit. Si, ici. il y en a. Non, ça ne se passe pas comme ça devait se passer, cher ami. Ça ne se passe pas comme ça. Les gens s'en manquent. 30 personnes ont été tuées par les soldats de la MONUSCO. C'est passé comme une lettre à la mort, à la poste. Lors de l'interview d'Anthony à Top Congo avec un collègue journaliste, on lui pose la question de savoir l'apport des États-Unis face au conflit rwando-congolais, et il dit que nous laissons la médiation entre régionale, sous-régionale, oui, entre les mains, entre autres de Kenya et puis de l'Angola. Vous n'avez pas l'impression que Anthony dédouane les États-Unis? Il ne veut pas que les États-Unis s'impliquent
à fond contre ce conflit. Dans les jargons footballistiques, on dit il a botté en touche. À chaque fois qu'on lui donne la balle, il botte ça en touche. Et il parle, il a utilisé la langue de bois. Moi, je l'ai suivi du bout en bout. Il ne répond pas aux questions. Il n'a pas répondu aux questions. Il parlait de la paix, il parlait, il dit voilà, la paix. Donc, les États-Unis, c'est des douanes. Donc, c'est pour dire que nous ne devons pas, avant de compter sur les États-Unis, comptons tout d'abord sur nos propres forces. Et les Blancs, ils sont comme ça. Les Occidentaux sont comme ça. Ils courent derrière les intérêts. Oui, ils courent derrière des intérêts. Et dès qu'ils verront que l'armée congolaise est aujourd'hui structurée, organisée, capable d'un riposte foudroyant et total et tout, et là, ils viendront. Ils vont dire, voilà, oui, négocier, tout ça, et ils vont s'imposer. Aujourd'hui, ils nous laissent parce que nous sommes en position de force, en position de faiblesse. C'est à nous maintenant de nous imposer. À nous de nous imposer. Donc, quand vous dites, vous faites allusion à ce qu'il a répondu, en tout cas, il n'a pas répondu, moi je l'ai suivi. Et au même moment... Il a noyé les poissons. Au même moment, il voudrait à ce que la MONUSCO reste au pays. Bien que la population est contre la MONUSCO, selon lui, dans les antennes de Top Congo, il dit ouvertement que, en tout cas, nous, en tant qu'États-Unis, nous avons besoin de la MONUSCO en RDC, et nous, en tant que partenaires directs de la RDC, les grands financiers les grands financiers de la MONUSCO, oui. Nous avons intérêt à ce que la MONUSCO reste en RDC, et la MONUSCO va rester. La MONUSCO, pour moi, égale États-Unis d'Amérique, pour ceux qui ne savent pas. La MONUSCO égale, parce que c'est la main qui donne est toujours au-dessus. C'est les États-Unis qui financent, si je ne m'abuse pas, à 60% du budget de la MONUSCO. Et en tant que tel, un État qui finance, c'est un État qui a un regard, qui a des intérêts. Des intérêts, si on dit... Mais est-ce qu'ils peuvent nous imposer à rester avec la MONUSCO alors que la population en a marre? Je l'ai dit ici, on avait tué Lumumba alors qu'il y avait, à l'époque, c'est l'ONIC ou quelque chose, l'Organisation des Nations Unies, ONIC, quelque chose comme ça. À l'époque, on a tué Lumumba. Et il y a eu beaucoup de choses. Et ce qui se passe au Mali, je pense que le Mali est en train de nous inspirer, doit nous inspirer. Donc, on doit diversifier le partenaire. Donc, pour lui, on doit mettre fin au retrait des casques bleus, parce que la MONUSCO doit toujours rester. Le gouvernement va-t-il, selon vous, le gouvernement va-t-il obéir à son mot ou carrément passer à l'étape suivante? Le gouvernement doit suivre ce que dit le peuple, les desiderata du peuple, l'opinion du peuple. Le peuple ne veut plus de la MONUSCO. Et je l'ai dit ici que je suis de cet avis, mais je dis il faut programmer le désengagement de la MONUSCO parce que nous avons une échéance importante. C'est les élections. Et nous savons tous que c'est la MONUSCO qui nous aide, qui a l'infrastructure, qui a la logistique nécessaire pour prendre parfois des urnes. À chaque fois qu'on organise des élections dans ce pays, peut-être les gens ne savent pas, est-ce que avec le départ de la MONUSCO précipité, on ne va pas repousser les élections? Et là encore, ça risque encore de créer encore des frustrations, des troubles. C'est pour ça que je dis, il faut savoir, mais sur le plan de principe, je suis pour les départs de la MONUSCO. Ça, on ne transige pas. Mais par contre, il faut la programmation, une programmation réaliste par rapport aux enjeux politiques dès l'heure. Vous n'avez pas peur que le gouvernement congolais marche à l'encontre de la démarche des États-Unis? Par exemple, quand il dit que la MONUSCO doit rester, ils ont tout intérêt à voir la MONUSCO en RDC, et c'est la RDC qui dit niet, la MONUSCO doit partir, et on accélère le départ de casque bleu. Est-ce qu'il n'y aura pas des conséquences néfastes? Il y aura des conséquences néfastes si on fait ça. Je sais que nous n'avons pas... Un gouvernement qui fait ça, c'est un gouvernement fort. Un gouvernement très fort peut s'en passer de l'Angola. Il y a eu beaucoup de guerres. Il y a eu, qu'est-ce que je dis? Il y a eu une guerre qui a pris beaucoup de temps en Angola, qui a fait plus de 25 ans. Mais l'Angola n'a pas demandé qu'il y ait une force onusienne. La République du Congo, en face de chez nous, ils n'ont pas demandé l'intervention des forces onusiennes. Donc c'est lorsque l'État est faible, lorsqu'on ne s'assume pas. Alors, nul ne peut se prévoir de sa propre turpitude. Que faire face aux conséquences néfastes si il arrivait que la MONUSCO, enfin, que le gouvernement s'entête et qu'il expulse les casques bleus et que les États-Unis, par exemple, se fâchent et qu'il y ait des conséquences néfastes? Que faire face pour, par exemple, barrer la route à ces conséquences? Il faut organiser l'État.
un État qui est bien constitué, qui a une armée, qui a des services. On ne fait ça que lorsqu'on a des services, lorsque l'État est organisé, structuré. Et donc lorsque nous avons une armée qui, le chef de l'État lui-même a dénoncé cette armée, une organisation de cette armée, les services. Lorsque je vois une police qui mobilise, une police de toute une ville, de toute une capitale mobilisée pour prendre une dame de 69 ans, et on voit le numéro 1 de la police, un certain général Kassongo, qui bombe le muscle à 3 heures du matin pour prendre une dame de 69 ans, j'aurais voulu qu'il bombe le muscle, le torse, pour les koulouna, pour les gens qui perturbent l'ordre à Beni, à Butembo, parce qu'il y a des opérations de police, que si on avait la police, même l'armée ne pouvait pas intervenir. Mais ça dépasse notre police, elle est absente et des fois inexistante. Et ça prouve qu'il y a un problème dans ce pays, cher ami. Vous avez vu, et toute une police, et le chef de la police, il dit non, nous, madame, première dame n'était pas concernée, n'est pas plaignante. C'est nous, la police, qui se sont saisis. Ah bon? Oui, mais il y a beaucoup. La maman avait quand même débordé. Je ne dis pas, ne m'amène pas dans un débat. Je ne dis pas, monsieur, que la dame. Il devait injurier. Je ne dis pas ça. Voilà. Ne me faites pas dire ça. Je ne dis pas qu'elle devait injurier la première. Je ne suis pas de cette éducation-là. Ça veut dire que vous ne soutenez pas ce qu'elle a dit? Non, je ne soutiens pas. Mais la manière. Pourquoi ne pas soutenir l'intervention de la police? Non, pas de cette manière-là. On devait l'enlever de cette façon-là. Mais c'est pour ça que je dis que cette police, parfois, elle confond son rôle. Tu sais, moi, vous savez, mon cher. Elle a été enlevée ou c'est la communication qui a posé problème? On l'a enlevée. On n'arrête pas une maman comme ça à 3 h du matin. C'était la récupération politique. Vous savez, c'est que je dénonce ça, parce qu'on a vu ça. Cette police-là, avec tous ces gens qui sont là, et ils étaient forts face à nous, l'opposition. On n'avait rien avec nos tasbirs, nos chapelets, avec nos bibles, nos Corans, et ils nous massacraient. Mais quand il s'agit à faire face à ce qui perturbe l'ordre du public, on ne voyait pas ça. Moi, je vous ai dit que je vis un général tirer les gens. Je l'ai dit, c'est que je vous dis, monsieur, j'ai porté même plainte. J'étais ahuri de voir les gens à main vide les 19 septembre. On a calciné les gens devant les gens de l'IDPS. Calciné les 19 septembre. Moi, j'étais dans un convoi et je vis un général qui s'appelle Fort. Il est général Fort. Fort devant qui? Devant nous, à main nue. Et on l'appelle Tango Fort. Devant le petit peuple. Le petit peuple. Et un général, un vrai général, peut tirer quelqu'un à main nue. Et moi, je vis, monsieur, c'est ce que je vous dis là. Et je me dis, voilà pourquoi. Et il est libre. Voilà pourquoi je dis qu'avec de tels généraux, avec une telle police, avec une telle armée qui confond, alors au lieu d'être là où on attend cette armée-là, c'est dans nos frontières, là où par exemple, là où on attend cette police-là, c'est devant des brigands, ceux qui perturbent l'ordre public. Mais quand vous mobilisez, vous imaginez vous mobiliser toute une police pour appréhender une dame de 69 ans, mais je dis qu'ils confondent les rôles, ils ne savent pas pourquoi ils s'appellent police. Il fallait faire quoi selon vous? Non, il faut utiliser les forces là où on attend, je dis bien, je me répète, c'est une police. On nous disait une fois que c'est une police professionnelle. Et c'est lui qui disait que nous avons une police professionnelle. Les jours qu'on l'a appréhendé un dimanche, il a perdu son latin dans ce pays. C'est pour dire que cette police, c'est notre police, c'est notre armée. Nous devons qu'elle la soutenir parce qu'elle est au service. Mais lorsque cette armée-là tourne les armes contre les peuples, là on ne comprend pas. Parce que plusieurs fois, moi qui vous parle, j'ai été victime. Je vis, je ne suis pas en train de vous raconter des salades, cher ami. Je suis un témoin. Parfois je me dis, mais... Et d'ailleurs, je dis, mais le président Félix, tous ceux qui nous carnardaient, nous, quand on était dans l'opposition avec le président Félix, qui nous tiraient à bout portant, mais qui ça nous arrêtaient. arrêtaient. Qu'il a fait, c'est le système. Et c'est ces gens-là aujourd'hui qui sont encore là. Et alors, mais c'est le système. Ce sont ces gens qui faisaient à l'époque de Joseph Kabila, qui sont encore en fonction. Et qui continuent le même système. Alors, ça ne regarde ni d'Ukraine, ni de le chef de l'État. Ils gaspillent les munitions, parce que ces munitions-là, c'est acheté avec l'argent du contribuable. Mais maintenant, ils détournent ces munitions-là contre les peuples. Voilà les gens que nous avons. Et qui s'appellent, qui sont des généraux, des commandants. Actuellement, on ne tue pas. Alors qu'on devait le voir. Si le général il s'est dit, je suis fort. Mais c'est le général Tango Fort, il a vendu les armes. Il est là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit encore, c'est les Nations Unies. Mais il est là. Avec un tel général, comment nous pouvons gagner la guerre? Dis-moi, comment on peut gagner une guerre avec un général que lui, c'est un affairiste? Des généraux affairistes. On ne peut pas gagner une guerre. C'est pour ça que je dis, organisons notre armée, organisons notre police, on sera respecté et Kagame ne fera pas ce qu'il est en train de faire.
Très bien. On va revenir à Anthony, justement, sur, par exemple, les élections qui profilent à l'horizon 2023. Anthony dit clairement que les États-Unis s'intéressent et les États-Unis vont appuyer l'organisation des élections en 2023 et ils ne sont pas pour le glissement. Au même moment, comment vous trouvez que les États-Unis qui ne s'intéressent pas forcément, qui ne veulent pas s'impliquer au conflit rwando-congolais, mais qui s'intéressent aux élections en RDC, ça n'est pas de l'ingérence quelque part? Parce que nous sommes faibles. Les élections en Afrique du Sud, est-ce qu'il y a, vous voyez qu'il y a les États-Unis qui se prennent. Alors, les élections au Sénégal, nous disons non, mais quand c'est à la République démocratique, parce que nous sommes faibles. Donc, nul ne paie ses pouvoirs de sa propre turpitude. Parce que nous donnons l'occasion. Je viens de donner un exemple, quand on fait des choses comme ça, on arrête des gens à tout valeur, que je me dis, ceux qui sont à côté du président de la République ne l'aident pas. On ne peut pas arrêter des gens à tout valeur, parce qu'on discrédite le pouvoir du président Félix. Donc ça donne l'idée que donc, dans ces pays, il n'y a pas de démocratie, il n'y aura pas inclusivité, il n'y aura pas... Donc on donne des signaux qui ne plaident pas, qui ne sécurisent pas le pays et qui ne donnent pas une bonne impression sur le plan extérieur. Parce que les droits de l'homme riment avec la démocratie. La démocratie ne sont pas de la démocratie. Et les droits de l'homme, c'est deux faces de la même monnaie. Parce que dans un pays où on respecte les droits de l'homme, il y a liberté de presse, liberté d'association, liberté d'opinion. Voilà. Et voilà. Donc c'est pour dire que lorsque il y a ce qui... Voilà, il est là, et puis on arrête Kaboun. Je ne dis pas qu'ici, je l'ai dit ici, s'il a des faits répréhensibles, bien démontrés, on peut l'arrêter dans un état de droit. Mais on ne kidnappe pas quelqu'un, on l'arrête dans les règles de l'art. Ça n'a pas été le cas? Non, ça n'a pas. On ouvre justement la parenthèse, on va la raffermir rapidement. Mais au moins, Kaboun aujourd'hui est en résidence surveillée. Et puis oui, c'est lui aujourd'hui. Bon, oui. Moi, une fois, vous m'avez posé la question. La justice est juste. Vous m'avez posé la question, est-ce qu'on doit arrêter Vital? J'ai dit, moi, même mon ennemi, je ne peux pas. Vous m'avez posé la question sur le président Vital Kamerhe. J'ai dit non. Même mon pire ennemi, je ne peux pas souhaiter la prison. Parce que moi, je suis un ancien prisonnier. Je connais ce que c'est une prison. Même mon pire ennemi, je ne peux pas le souhaiter. Donc, on arrête quelqu'un dans les règles de l'art. Parce que hier, nous, on stigmatisait. On était stigmatisés, voulais-je dire. Hier, on était des victimes. Mais aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Quand je dis nous, hier, de l'opposition d'hier. Nous sommes aujourd'hui au pouvoir. Tout à fait. Donc, on ne peut pas continuer à faire la copie certifiée conforme de ce que nous avons subi. Alors pourquoi on a crié, on a voulu la démocratie? Si c'est pour enlever Saint-Pierre, pour habiller Saint-Paul, avec les mêmes méthodes d'hier qu'on a décriées, avec le même généraux... Il est finalement sorti. C'est ce que je dis. Et puis le cas de Kaboun, c'est un cas un peu... je veux dire... mais ici, je parlais de la théâtralisation de la justice. Parce que, est-ce que nous n'y sommes pas? Parce qu'on arrête... C'est lui qui a refusé pour la première fois une résidence surveillée. Voilà pourquoi il a été conduit à Makala. Et aujourd'hui, ses avocats conseils ont demandé une résidence surveillée et cela a été accordé et il est rentré chez lui. Ça veut dire que le dossier... Donc, l'histoire me donne raison. J'ai dit de l'instrumentalisation de la justice à l'époque de M. Kabila. Aujourd'hui, nous sommes à la théâtralisation de la justice. On ferme la parenthèse. Avec le président Félix, on arrête des gens à tout va, on les libère. On ne sait même pas pourquoi on arrête, pourquoi on libère. Est-ce que ça se fait dans les règles de là? Donc, ça veut dire, voilà, moi, je m'y attendais à ça. Je dis qu'il n'y a rien, il n'y aura rien. Et c'est comme ça. Donc, alors, pourquoi arrêter des gens à tout vent comme ça? On discrédite le pouvoir du président Félix. Moi, je dis qu'ici, il avait des bons conseillers. C'était une détention provisoire. Oui, mais parce que vous pouvez, parce que tout ça, on va mettre ça, on dit... Pour des raisons des enquêtes. On va mettre ça sur le dos du pouvoir. Vous savez, le secrétaire d'État américain a dit qu'il n'était pas... il s'inquiétait sur l'arrestation du président... du président Kaboun, du vice-président de l'Assemblée, l'ancien vice-président. Donc, il s'inquiétait. C'est pas bon pour l'image du pays. Et c'est pour là, voilà, je suis en train de répondre à votre question, je suis dans votre question, que ça discrédite le pouvoir. Et lorsque ça se discrédite le pouvoir, les gens veulent se mêler. On dit que bon, il n'y aura pas élection, parce que c'est un régime dictatorial. Et les régime il faut les pousser, il faut harceler ces régimes-là pour qu'ils ouvrent. Quand c'est la démocratie, on laisse tout faire et tout dire. Oui, mais quand c'est un pays démocratique... Tout dire, on ne peut pas vous recadrer, la justice ne peut pas exister. Donc finalement, ça ne sera pas un pays démocratique. Si finalement on laisse des dérapages en dérapage, sans pouvoir recourir à une intervention de la justice, ça veut dire que le droit ne sera pas... Je ne dis pas ça.
je ne dis pas ça parce que hier, on voyait, on était victime de ça, nous, de l'opposition d'hier. Et pour un oui, pour un non, on arrête quelqu'un. Alors que les autres, il y a eu des gens qui ont détourné l'argent, des milliards, on ne les a jamais arrêtés, ça on l'arrête, et le lendemain, ils sont libérés. Et pourquoi seulement ceux qui parlent? Donc, la liberté d'opinion, moi je crois que, moi, malheureusement, il y a des conseillers qui poussent les chefs d'État à la faute. Parce que tout ça va, on va dire que c'est la justice. Mais non, ça va réjaillir, ça va discréditer le pouvoir. Et la preuve est que partout ailleurs où il ira, on dira, dans votre pays, on arrête les journalistes, on arrête les défenseurs des droits de l'homme, on arrête les hommes politiques, on arrête. Et c'est pas bon pour la démocratie. On va revenir sur Anthony. Par rapport à l'exploitation de gaz et du pétrole, Anthony semble être contre, parce qu'il dit que ça va entacher l'environnement. Il est important que le Congo garde son bassin parce que c'est important, c'est le premier pays en Afrique centrale et si on exploite le pétrole et le gaz, ça va finalement ça va détériorer l'environnement. Je suis bien placé pour en parler parce que j'ai un parti politique qui prône la conservation de la nature, la préservation de la nature. Mais à quoi ça sert les tourbières? À quoi ça sert nos forêts, nos eaux et forêts pour une maman qui est incapable de nourrir ses enfants? Elle lui dit, il ne faut pas couper les arbres. À quoi ça sert à un cultivateur de dire de ne pas défricher? Parce qu'il faut conserver la nature pour le réchauffement climatique. Pour les intérêts, par exemple, des États-Unis. C'est difficile à faire comme ça. C'est pour ça que je dis bien qu'il faut commencer par donner à ceux qui sont censés conserver la nature. Parce que ceux qui conservent bien la nature, c'est nos cultivateurs, c'est dans des forêts, c'est dans des villages. C'est des villageois, entre guillemets. C'est des paysans. Et ces paysans, ils doivent vivre. Donc commençons par donner quelque chose de substitution pour leur servir. Mais la problématique de la conservation de la nature, c'est une problématique que nous devons prendre à bras le corps, nous, Congo, parce que nous sommes pays solution. Oui, mais l'Ouganda exploite son pétrole, l'Angola exploite également son pétrole. Pourquoi pas la RDC? Pourquoi c'est la RDC qui doit garder ses forêts intactes? Pourquoi c'est la RDC qui doit garder le bassin du Congo? Parce que c'est la RDC. Parce que c'est la RDC. Parce que c'est la RDC. Et non, on ne peut pas vivre. Non, on veut vivre. Je viens de répondre. Je viens de dire que non, moi je suis très très proche du peuple. J'aimerais bien que le peuple se retrouve. Mais il y a moyen, en conservant la nature, et que nous puissions avoir des subsides, nous puissions avoir des financements. Et on appelle ça le principe des pollueurs-payeurs. Et ce principe-là, et si nous l'imposons, si nous imposons ça, et si nous réclamons ça à corps et à cri, il y a moyen de compenser l'exploitation du pétrole par des milliards de dollars. Parce que nous donnons, les Congo, c'est le ventilateur, les congélateurs, les climatiseurs du monde entier. Le monde nous doit l'air, la vie. Nous donnons la vie au monde. Et par rapport à ça, on nous doit restituer, on doit donner au Congo, au prorata, ce que nous donnons au monde. Pendant que les États-Unis eux-mêmes exploitent le pétrole. Donc ça, c'est injuste. Et encore une fois, nous devons nous organiser. Au lieu de pleurnicher, moi je ne suis pas, donc je me plais d'être dans un pays où les gens ne font que pleurnicher. S'ils font ça, il faut agir. Pourquoi ils font ça? Parce que nous sommes faibles, parce que nous ne proposons pas grand-chose. Dans les sommets, il n'y a pas très longtemps, surtout les sommets où on parlait de réchauffement climatique, de la transition énergétique et tout ça, qui est-ce qu'on voyait qui prenait la parole? C'est les Congo-Brazzaville qui parlaient au nom du Congo, de ces bassins du Congo, alors que les 2/3 de ces bassins se trouvent chez nous, à République démocratique du Congo. Mais alors pourquoi se plaindre? C'est tout à fait normal. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est parce que nous sommes faibles, c'est parce que nous ne savons pas nous organiser, c'est parce que nous n'élevons pas la voix, c'est pour cela les gens se permettent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi ils ne le font pas dans d'autres pays? Donc commençons par nous organiser au lieu de nous plaindre. Par rapport à l'investissement et à l'arrivée des investisseurs, la question a été posée à Anthony. Et Anthony qui pense que les États-Unis ne peuvent pas investir dans un pays où la corruption gangrène. Oui. Et que est-ce que c'est le travail que fait l'IGF aujourd'hui, c'est quand même la lutte contre la corruption. Est-ce que cela ne veut pas dire
tout simplement que les États-Unis privilégient beaucoup plus le Rwanda que la RDC. Laisse-moi un peu m'apaisantir sur ce sujet, parce que vous parlez de l'IGF, on en parle beaucoup. Je disais ici, le pauvre, je l'appelle pauvre, il a peut-être la volonté, on sent qu'il a la volonté de faire, mais il est limité, l'IGF, il est déçu, l'IGF. D'ailleurs, si c'était dans d'autres pays, il devait même démissionner. Il est dépassé par les événements IGF, si vous ne le savez pas. IGF diligente des enquêtes, et après, il donne à la justice, et puis, bon, on s'assoit sur les dossiers. Et les dindons de la farce, c'est lui. Il y a parfois, on arrête les gens le matin, on les libère. Il n'y a même pas un rond qui rentre. Et quand vous dites que la pression de l'IGF fait que les caisses de l'État sont aujourd'hui pleines, moi je m'en manque. Et c'est plein. Qu'est-ce que ça fait cet argent-là? C'est encore dans la poche des gens. IGF enrichit les gens. Parce que les gens, ils prennent, c'est l'interno nadaï, l'argent. Bon, j'accepte que l'argent entre. Mais cet argent après. Et puis, c'est qui détourne. Tu as déjà vu. Il y a hausse des salaires des fonctionnaires de je l'État. termine. Est-ce que vous avez déjà vu un rond restitué à l'État? Parce que j'ai l'un détourné. Mais c'est ça. Donc, alors, on se manque de qui? Peut-être que la justice ne communique pas. Voyez, donc, je vous disais ici, vous savez pourquoi nous, les hommes politiques, parce que je peux parler au nom du peuple, parce que je suis aussi peuple. Exactement. Vous savez pourquoi les hommes politiques se manquent du peuple? C'est parce qu'ils disent que le peuple congolais n'a pas de mémoire. C'est un peuple sans mémoire. Un peuple sans mémoire, c'est un peuple sans histoire, c'est un peuple sans vie. Il oublie très vite. Kofi l'a dit, parce que c'est Kofi, nous l'avons dit. Kofi a dit qu'il se manque, les hommes politiques, se manquent du peuple, parce qu'ils disent que le peuple est naïf. La naïveté du peuple congolais. Parce qu'ils savent que les Congolais, c'est lui qui lui vole de la main droite, et puis il lui donne cet argent-là qu'il lui a volé de la main droite, et il lui donne de la main gauche, le Congolais est content. Non, les miettes, il donne des miettes, et les Congolais oublient vite. Ils oublient vite, ils ne pèsent pas les pour et les contre, et c'est pour ça, dans d'autres pays, ça ne se fait pas comme ça. Pourquoi dans d'autres pays? Est-ce que je dis que dans d'autres pays, on ne vole pas? On vole, mais pas à ce niveau. Mais le président de la République, je dis bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est critique envers son pouvoir que le président de la République? Il a dit que c'est la gangrène. Il a dit qu'il ne savait pas qu'il y avait une gangrène, le point de la corruption. Alors vous parlez de Biden, mais le président lui-même a dit que pour que nous puissions relancer l'économie, il faut lutter contre la corruption. Mais malheureusement... C'est le cas. C'est le cas, oui. Oui, il a dit. Je dis que c'est de chapeler des bonnes intentions. Le président de la République a dit des bonnes choses. Moi, je dis, je peux vous commencer à ressasser. Je dis parfois, quand je reste, je dis, mais il est trop critique quand il parle des niveaux d'études de professeurs. Mais parfois, il dénonce les choses, mais il n'apporte pas des pistes et des solutions. Mais il est seul, il ne pourra pas faire tout seul. Non, parce que à l'époque de Mobutu, ce qui a fait que Mobutu a coulé avec son régime, et Kabila fils aussi, Kabila père n'est pas resté longtemps, c'est quoi? C'est l'impunité. Mais nous sommes dans l'impunité. Et voilà, quel résultat? Quel résultat quand il y a l'impunité comme ça? Et les détournements, c'est des millions. C'est à la GCAMIN, c'est à la SNCC, c'est à l'OCC, c'est partout qu'il y a des détournements. Partout, il y a en termes de millions. Et comment voulez-vous qu'il y ait des investisseurs sérieux qui viennent investir dans un pays comme ça? Vous savez, il y a le vieux Kengo, le président Kengo, qui disait l'investisseur, c'est comme un oiseau frileux. Il faut les rassurer. Sinon, il prend de l'envol. Il va s'envoler. Il va s'envoler, il part ailleurs. Là où il n'y a pas de bruit, c'est ça. Mais ici, quel est cet investisseur sérieux qui viendra dans un pays comme les nôtres? Il ne vient pas, la preuve, ils ne viennent pas. Les aventuriers, comment on les appelle, les trafiquants, oui, ils viennent pour prendre le diamant le matin, le soir ils partent. Mais ce n'est pas des gens qui peuvent investir. On va prendre l'autre sujet. Et donc la faute nous incombe. Et au lieu de dire que les Américains ne viennent pas, nous essayons d'assainir. Qu'il puisse y avoir... La responsabilité revient au gouvernement congolais. L'orthodoxie financière. Est-ce qu'il y a l'orthodoxie? Il y a un tonneau d'Anaïde. Et l'IGF, dont vous faites allusion, on fait allusion à l'IGF. Aujourd'hui, on les chante, ils mobilisent. Oui, c'est bien, mais il n'y a pas l'orthodoxie financière. Il est tenté de ramer à contre-courant. L'IGF n'est pas accompagné par la justice. Il n'est pas accompagné par la justice. C'est les systèmes à la peau dure, la corruption à la peau dure dans ce pays. Très bien, on va prendre l'autre sujet. Ce sont des billets des banques qui portent la nouvelle signature. Le billet de 10 000 francs
et 20 000 francs portent la nouvelle signature de la nouvelle gouverneure, Madame Kabedi. Vous trouvez que c'est logique que la nouvelle gouverneure signe les nouveaux billets, enfin signe les billets des banques, entre autres 10 000 francs et 20 000 francs, ou vous pensez qu'il y a un problème? Mais il peut le faire, il est gouverneur. Il est libre. Il peut le faire, mais dans quelles circonstances? C'est ça le problème. Chaque chose, quand vous allez dans son contexte, ça perd le texte perd le sens. Il faut situer les choses dans le contexte. Dans ces pays, heureusement, je n'ai pas la mémoire courte, le président Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, il avait démonétisé un billet. La confiance, lorsque vous me donnez la monnaie, va avec la confiance du peuple. On n'a pas bien communiqué. Le peuple n'a pas été bien instruit, bien informé par rapport à ces billets de banque. Et vous savez que la bourse peut tomber à cause de la confiance, lorsqu'on perd la confiance. Et la bourse, même la monnaie qui est quelque chose on va dire, de financier, c'est mathématique et tout ça. Mais la monnaie perd de sa valeur à cause du manque de confiance du peuple. C'est extraordinaire parce que les gens ne savent pas ça. Ça s'est passé dans d'autres pays, mais ça s'est passé dans notre pays ici. Il y avait des zones monétaires. Lorsque Tshisekedi a dit, il avait démonétisé. Mais les gens ne consommaient pas ça. Alors que c'était une monnaie valable, qui a été émise valablement, parce que le peuple ne voulait pas consommer. Donc, il s'est posé un problème de vulgarisation. La communication. Donc je dis, il peut le faire, mais dans quelles circonstances? Parce que il y a une valeur faciale de cette monnaie qui court. Et du jour au lendemain, les gens voient une autre signature. Même cette maman Bipoupoula qui n'est pas allée à l'école me dit, mais tiens, mais monnaie en quoi? Ça, c'est un faux billet. Et ça, faux billet. C'est comme une signature Moussous. Alors qu'il dit, non, ça dit, on devait, s'il y avait une autre valeur monétaire. La communication devait précéder. Devait précéder, tout simplement. Et les gens pouvaient consommer facilement. Mais on prend les gens pour de naïfs, des moutons, de paniches, des gens sans foi ni loi, des gens sans mémoire, sans histoire, sans référence. Alors qu'il y a une référence. Je viens de vous donner une référence. Donc on peut dévaluer le manque de confiance à un billet. Le peuple peut démoniser un billet. Les peuples. Donc il faut informer ces peuples, il faut les respecter. En amont. Il faut les respecter, il faut l'informer, il faut l'instruire. Et le peuple, le problème ne se posera pas. Donc, c'est d'ailleurs une leçon. Vous voyez, vous pouvez vous croire, non, il faut pas, il faut descendre sur terre. Quoi que vous connaissez, vous venez d'Advar, de Sorbonne, non. Le peuple est plus intelligent. Le peuple a toujours raison. Tout à fait. Voilà, vous avez un exemple patent, qui est parce qu'on a sous-estimé l'information, et voilà, le peuple n'a pas consommé. Et il ne consomme pas cette monnaie. Tout à fait. On va prendre, mais quand même conscientiser. Vous avez quand même ce devoir-là en tant que leader, en tant que... on le fait. On le fait. Je viens de vous dire qu'elle peut le faire, la dame, madame la gouverneure, elle peut bien signer, mais il faut... leader d'opinion, vous risquez... Ça dépend du contexte. Il faut expliquer que, bon, parce que sinon, le peuple dit, ben, il est arrêté là. Il dit, bon, il y a une monnaie qui avait la signature de X. Pourquoi Y signe? Parce qu'on n'a pas changé une autre monnaie. Ce n'est pas une autre monnaie à une autre valeur faciale. Donc, les gens se posent ces questions. Mais si on explique que non, malgré ça, on paie parce qu'il y a rareté de billets, ou bien il y a, je dirais, il y a des monnaies qui s'est détruites, qui sont pliées en bon état. Et pour cela, on peut émettre un autre billet avec... Bon, parce que cette signature, il faut expliquer. Tout à fait. Hein? Alors, on va prendre la dernière thématique pour finir l'émission, bien qu'il nous reste juste quelques minutes. On va prendre le gouvernement, parce que le chef de l'État a dirigé aujourd'hui le Conseil des ministres à visioconférence. Mais finalement, beaucoup crient à ce que ce gouvernement parte. Moïse Monidela est d'accord que ce gouvernement... doit partir ou ils ont encore quelques minutes? Non. Les choses ne se passent pas comme ça. Quel gouvernement pour quelle vision? Pour quelle finalité? Un gouvernement, on le met par rapport à une démarche, pas à une finalité. Mais on ne change pas les gouvernements. À travers un plan. Oui. Mais si c'est pour changer. Mais le peuple, vous connaissez la réponse.
va changer, ça va changer, et ça la nuit. Bisso passe, n'a pas. Alors là, c'est pas bon. Changer, on change un gouvernement lorsqu'il y a un cap. On veut virer, il y a un cap, il y a une vision, il y a une démarche. Hein, et voilà pourquoi on doit. Donc le président, je pense qu'il faut lui donner dans son pouvoir D'accord. discrétionnel. D'accord. Le président, s'il veut virer, il y a un revirement pour l'intérêt du peuple. Hein. Tout ce que ça se fait, c'est pour l'intérêt du peuple. Dernière question. S'il veut changer des caps par rapport à l'intérêt du peuple, pour le mieux-être du peuple, il doit changer. Mais si ce n'est pas pour bon, à quoi ces changements vont nous apporter quoi? Et le peuple, il va dire blanc bonnet, bonnet blanc. Oui. Merci beaucoup, Moïse Monidela. Je rappelle que vous êtes président d'un parti politique conadé. Merci d'être passé. Merci à vous qui nous avez suivis de partout. Restez branchés. Le journal, c'est dans quelques instants avec Laetitia Batouama, qui est déjà sur le plateau. Dixième rue, ma télévision